Moi, j'ai hâte d'entendre les soft skills chez Blablacar. Est-ce que c'est le succès de Blablacar? Est-ce que c'est ça, les soft skills? C'est Non? essentiel. C'est essentiel. Ouais, Est-ce que c'est tout? c'est pas tout, C'est mais pas tout. c'est très important. D'accord. Alors, on attend qu'elle se fasse micer. Et voilà. Elle nous arrive. On l'applaudit très très fort, comme une star. Allez. On l'a attendu, autant le mériter. Alors Victoria, elle a commencé dans l'hôtellerie de luxe. Et puis un jour, elle en a eu marre. Ok. Elle est partie sur la route et puis elle est atterrie. Voilà. Elle a atterri chez Blablacar. Elle s'est dit, maintenant, avec tout ce que j'ai vu dans le monde, pourquoi pas utiliser les soft skills et réussir dans mon métier, ou en tout cas faire réussir un peu plus la gestion de talent. Alors c'est ce qu'elle a fait, et puis c'est elle, j'imagine, qui vous a engagé, hein, Paul Barat de Javello, la société de tracking, qui va nous en parler un petit peu plus. Et puis Simundia, belle boîte qui s'est co-créée avec toi et ton cofondateur ancien de Rocket Internet. Donc toi qui es psychologue clinicienne. Psychologue de formation, c'est ça, je crois que j'avais lu quelque part. RH. Et HEC aussi, et un super techos, et ils ont monté cette belle boîte de coaching. Ils vont nous raconter comment, grâce au coaching et au tracking, ils ont pu aider Blablacar. À vous. Exactement. Peut-être que pour commencer, Paul et Victoria, vous voulez dire peut-être quelques mots sur Blablacar et Javello avant qu'on entre dans le vif du sujet de la conférence. Bien sûr, à toi l'honneur, Victoria. Très bien. Donc, je suis Talent Development Specialist chez Blablacar. Donc, en d'autres termes, en charge de la formation et développement de toutes les équipes Blablacar, donc dans 5 pays différents. Et pour présenter Blablacar, je pense que tout le monde connaît, mais en gros, Blablacar est le leader mondial du covoiturage avec aujourd'hui plus de 100 millions d'utilisateurs. Super, je suis ravi d'être là et pour ma part je suis directeur marketing chez Javello et pour vous dire en 2 mots ce que fait Javello, c'est une solution SaaS qui permet de digitaliser tous les rituels RH et notamment l'entretien annuel, on va en parler un peu aujourd'hui puisque pour nous l'entretien annuel c'est un peu le déclencheur, c'est le moment où on va pouvoir identifier les besoins de formation, les soft skills, les compétences, etc. Et Colombe, du coup, cofondatrice, comme tu le disais, de Simundia, donc une entreprise qui démocratise le coaching pour les salariés d'entreprise. Moi, j'étais RH avant et je voyais que le coaching était réservé uniquement aux top managers ou aux consultants en situation d'échec. Et qu'en fait, toutes les soft skills, justement, c'est des compétences clés à développer. Donc, je trouvais ça assez dommage qu'on propose du coaching une fois que c'était trop tard, d'où la volonté de cofonder Simundia. Donc, en tout cas, je sais qu'en tant qu'RH, on a plein de challenges, plein d'enjeux. On ne peut pas se démultiplier. Et toi, Victoria, justement, par rapport à ton actualité, quels ont été tes grands enjeux RH des derniers mois? Oui, alors pour rappeler le contexte rapidement, donc Blablacar est dans un contexte de croissance. On était auparavant présent et en charge de 7 pays avec environ 650 collaborateurs. Donc ça, c'était en 2020-2021. Et ensuite, on a une forte croissance. On évolue plutôt vers un focus de 5 pays. Et aujourd'hui, on arrive bientôt à 800 collaborateurs. On a aussi traversé des situations plutôt délicates ces derniers mois. Alors pourquoi? Parce que Blablacar, c'est la tech, mais ça reste le transport. Donc on a eu une reprise d'activité après la pandémie. Et aussi parce qu'on a eu la guerre de l'Ukraine et de la Russie qui nous a beaucoup impacté parce qu'on a beaucoup de bureaux dans ces 2 pays et donc plusieurs collaborateurs. Donc les plus grands défis, ça a été d'abord justement la gestion de nos talents dans ces situations. Donc pour ça, on a créé des programmes plutôt compétitifs pour continuer à attirer, embaucher et retenir ces talents actuels et futurs. Mais aussi, on s'est associé en fait à tous nos managers dans chacun des pays parce que tout est centralisé. Donc je suis en charge de tous les pays. Donc on a besoin de ces managers justement pour aider à retenir ces talents et les faire évoluer dans leur carrière. Donc pour ça, on a notamment des enjeux on a un programme management chez Blablacar, on a des formations, du coaching mais aussi du mentorat. Du côté de la formation, si je prends ma casquette de formation, on avait un gros défi qui était le choix et implémentation d'un LMS mais aussi d'un SIRH, donc des étapes importantes en tant qu'ARH. Et donc ensuite devenir plus transparent avec tous les pays et correspondre à leur culture. Et enfin,
On a aussi qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, on avait un point ces derniers mois qui était sur la diversité, l'équité et l'inclusion. Donc justement, avec ce climat géopolitique, de faire attention, bien respecter nos valeurs, mais aussi que ce soit aligné avec leur culture. Donc voilà pour les grands défis. Beaucoup de défis, année intense. Est-ce que tu veux revenir peut-être plus en détail sur certaines actions RH que vous avez mises en place chez Blablacar? Oui, bien sûr. Donc pour répondre justement à ces différents enjeux, je dirais qu'on a eu 3 actions principales. La première, c'était de continuer à les développer sur les soft skills, donc les compétences comportementales qui sont connues sous soft skills. Pourquoi? Justement parce que dans ce contexte qui est changeant, c'était très important. On parle beaucoup d'agilité. Et donc chez Blablacar, c'est très important. Pour vous donner un chiffre, on a formé l'année passée 60% de formation en soft skills et 40% en hard skills, alors qu'on est quand même dans des métiers tech, donc assez techniques. Le deuxième point, c'était de bien incarner nos valeurs, comme je l'ai dit. Donc ça, on a eu un focus sur ça. Donc on a 2 valeurs autour de la formation chez Blablacar, qui sont la première, Learn More, Share More. Donc on a des moments d'apprentissage, donc on a continué à les pousser en interne. On a ce qui s'appelle des Blabla Talk, des Product and Tech Demo. Avec le SIRH qu'on avait, on a eu des Workday Demo. Et la deuxième valeur qu'on a continué à pousser, c'était le Fail, Learn, Succeed. Donc chez Blablacar, ça découle de notre CEO. On donne le droit à l'erreur. Donc c'est vrai que Blablacar, c'était un produit qui était nouveau. À la base, personne n'était pour le covoiturage il y a quelques années. Donc il y a le goût du risque. Et en fait, en interne, on a un fichier avec tous les échecs qu'on a pu rencontrer qui sont partagés pour éviter que d'autres en fassent. Donc ça peut paraître bizarre, mais une fois qu'on est dedans, ça marche plutôt bien. Et enfin, la dernière action pour répondre à ces enjeux, ça a été de rester à l'écoute. Donc avec l'implémentation de notre LMS, on garde des moments ritualisés comme l'entretien de performance, l'entretien de fin d'année par exemple. Mais notre LMS est ouvert toute l'année, donc à tout moment, peu importe ce qui arrive, parce que la reprise d'activité, c'était pas en même temps que la guerre, par exemple, ils pouvaient faire une demande. Parce que, bien entendu, face à des situations, le besoin prioritaire du collaborateur peut changer. Donc voilà un peu comment on s'est adapté et répondu à ces enjeux. Super intéressant. Et donc tu parlais d'échecs. C'est vrai que c'est assez inédit. On le voit surtout aux États-Unis, mais c'est vrai que c'est bien de valoriser les échecs. Et en France aussi, on n'a pas trop cette culture. On parle beaucoup d'entretien de performance. C'est un bon moment pour parler d'échecs comme de réussite. Il y a les entretiens annuels. Donc je pense qu'on sort tous de la période entretien annuel en début, en fin d'année. Tout le monde en entend parler. Mais est-ce que pour toi, Paul, il y a d'autres formes de rituels managériaux que tu pourrais, toi, préconiser tout au long de l'année? Ouais, c'est vrai qu'on est en plein dedans. Là, c'est la temporalité de l'entretien, soit de fin d'année, soit de début d'année. C'est marrant parce que la semaine dernière, je discutais avec Gaël Châtelain-Berry, qui publie beaucoup sur le management bienveillant, etc. Et qui me disait, ouais, pour moi, l'entretien annuel, il est mort. Il n'y a plus vraiment d'entretien annuel. On voit beaucoup d'articles dans ce sens-là. Néanmoins, je pense que ça reste un rituel qui est très présent dans toutes nos entreprises. On en fait tous. Et nous, chez Javelot, on part plutôt du principe qu'il faut le réinventer, qu'il faut le repenser, parce qu'il n'est pas forcément adapté. Le premier problème, c'est sa temporalité, comme on l'a dit. C'est très souvent en fin d'année ou en début d'année. Donc, il peut arriver qu'en fait, un manager va évaluer un collaborateur sur des éléments d'il y a 11 mois, etc. Donc, qui n'est pas forcément corrélé à notre rythme d'activité. Et puis aussi, je pense que côté RH, c'est souvent une charge très lourde d'avoir ce gros bloc à la fin de l'année où on met un peu de tout parfois. Et on voit que c'est une grosse charge opérationnelle côté RH et c'est aussi une grosse charge émotionnelle côté collaborateur. On a récemment sorti un sondage où on voyait qu'il y a près de 40% qui redoutent l'entretien annuel et près de la moitié en fait, qui ressentent une charge de stress importante à ce moment-là. Et l'autre élément qui est important et qui est ressorti dans ce sondage, c'est de dire qu'aujourd'hui, l'entretien annuel dans sa forme actuelle, il n'est pas suffisamment engageant parce qu'il n'est pas encore suffisamment suivi d'actions concrètes. Et pour nous, l'entretien annuel, c'est vraiment ce qui va permettre, si c'est bien fait et qu'on a des objectifs bien définis pour cet entretien, c'est ce qui va permettre d'identifier la montée en compétences du collaborateur et ses besoins de formation notamment, qui est aussi un peu le sujet du jour.
Donc, ce qui est important pour toi, c'est vraiment le passage à l'action. Ouais. Mais justement, toi, pour que ce soit utile, ces fameux entretiens de performance, qu'est-ce que tu vas concrètement mesurer? Ouais, déjà, ce qui est important, c'est, je le disais, il faut qu'on arrive à potentiellement multiplier les rituels tout au long de l'année pour avoir un objectif pour chacun de ces rituels. Donc, il y a la possibilité d'avoir des entretiens d'évaluation à 360 pour identifier les forces du collaborateur, identifier ses axes de développement également. Et puis, l'entretien annuel, il doit se concentrer sur mesurer l'engagement, identifier les leviers de motivation et comparer entre les leviers et comment ça se présente en entreprise. Identifier les succès. On a parlé un petit peu des échecs, mais chez Javelot, on pousse beaucoup le management par les forces. Et justement, c'est un bon moment pour identifier quelles sont les forces du collaborateur, qu'est-ce qu'il aime faire dans l'entreprise et ce dans quoi il est bon. Et puis, généralement, notre trame d'entretien, elle va continuer ensuite sur l'analyse des compétences. Donc, on a un référentiel de compétences. Je pense que la plupart de nos clients aussi utilisent ce référentiel, enfin, une base de compétences qu'ils vont évaluer d'année en année. Et c'est ça qui va permettre de voir où est-ce qu'il y a des points sur lesquels on peut se développer, aider le collaborateur et potentiellement faire des demandes de formation adaptées à ça. Et toi, Victoria, qu'est-ce que tu mesures pendant les entretiens de performance? Oui, donc moi j'ai un peu la casquette encore responsable de formation, mais de mon côté, donc ce qui est important, c'est on a deux phases, on va dire, très importantes. Le niveau de compétences qui sont techniques, donc celles qui vont être liées à leur rôle, donc ce qu'on appelle hard skills, encore une fois, et de l'autre côté, le niveau de compétences comportementales. Donc chez Blablacar, ça se fait assez naturellement. Souvent, on dit que c'est difficile d'évaluer justement ces soft skills. Et en fait, chez Blablacar, il y a quelques années, ils ont créé une échelle de compétences comportementales. On en a 5 précisément, où on a un niveau pour chacun des collaborateurs. Donc bien sûr, selon leur seniorité, leur niveau, leur rôle, on n'aura pas les mêmes attentes de niveau. Donc ça s'appelle la Behavioral Framework at Blablacar. Donc tout le monde la connaît, tout le monde sait sur quoi ils vont être évolués. Et enfin, ce temps d'entretien de performance, on en profite aussi pour chaque année faire un entretien professionnel. Donc on n'écoute pas seulement leurs besoins de développement, les résultats de performance, s'ils ont accompli les OKR, etc. Mais aussi on écoute leurs demandes de mobilité, d'évolution, les projections qu'ils ont. Et donc après, on essaye d'utiliser ces résultats, justement. Et qu'est-ce que tu as appris justement en les faisant? Ce qui était très intéressant, souvent, donc je disais, c'est des moments importants. Et comme je disais, parfois on les fait, c'est une obligation, tous les majeurs sont dessus, c'est une partie de l'année assez lourde pour tout le monde. Mais après, on ne les utilise pas forcément, ces résultats. On évalue les gens, mais est-ce qu'on les utilise? Donc, moi, je me suis penchée sur ce point. Je me suis dit, si on évalue la performance, comment je vais pouvoir mieux axer, mener la formation, le développement des collaborateurs? Et donc, j'ai trouvé très intéressant de les analyser. Et donc, j'ai un exemple qui est le programme. On a créé un programme de mentoring chez Blablacar qui s'appelle RISE. Donc, à la base, j'avais un objectif, c'était de développer le mentoring parce qu'il n'existait pas. Il n'y avait aucun budget, aucun outil. Et donc, à partir de là, ces résultats ont pu m'orienter à prendre des meilleures décisions, justement, pour ce programme. Donc, tu as concrètement utilisé les résultats pour mettre en place le programme RISE? Exactement. Donc, en fait, l'objectif de la direction, c'était de développer le mentoring. Pour que ce soit un succès en général, donc je dis quand c'est des nouvelles pratiques, il faut que ce soit un succès parce que les premières impressions sont très importantes, sinon on va engager personne dans le programme. Donc ce que j'ai fait, c'était d'identifier donc sur justement cette échelle que nous avons, les différentes soft skills qu'il y avait et là où il y avait un besoin d'améliorer, c'était notamment dans le leadership. Donc j'ai décidé de lancer le premier programme de mentoring sur le leadership. Et ensuite, il fallait quand même cibler une population parce que, comme j'ai dit, aujourd'hui, on a presque 800 collaborateurs. Mais le mentoring, c'est génial, mais le lancer comme ça peut être une base de travail très importante. Donc, je me suis dit, vaut mieux commencer avec une population plus petite, savoir quel est l'objectif parce qu'on veut mesurer quelque chose à la fin. Et donc, on a identifié, malheureusement, forcément, dans la tech, il y a quand même moins de femmes. Donc, dans les bilans, il y avait beaucoup de commentaires qu'elles ne se sentaient pas trop en confiance.
Elles acceptent moins facilement des promotions que des hommes. Donc souvent, je me suis dit que c'était intéressant de lier ce leadership à une population de femmes, et notamment les femmes dans la tech. Donc le programme RISE est né de cette analyse des résultats, et ça m'a permis de donner plus de sens et ensuite de pouvoir mesurer en fait les objectifs. Et dans ce cadre-là, du coup, tu as mis en place du coaching avec Simundia. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le coaching Simundia au sein du programme RISE? Oui, bien sûr. Donc, comme je le disais, lancer le mentoring, c'est pas juste envoyer un mail à tout le monde et dire ça y est, c'est live. Il faut quand même les accompagner, mettre un cadre si on veut mesurer quelque chose. Et on a utilisé que des femmes dans le programme au début. Donc, il y avait des femmes mentors, des femmes mentees. Et pour ça, en fait, on avait des femmes qui sont mentors, avec un leadership et des hauts rôles déjà chez Blablacar. Mais elles ne se sentaient pas en confiance. Elles étaient volontaires pour être mentors, mais pas en confiance. Et donc, c'est là qu'est intervenu Simundia. J'ai décidé de les accompagner par le coaching. Et en fait, par la méthode KSS de Simundia, on a identifié que souvent, ces femmes, elles étaient speakers comme moi aujourd'hui dans des conférences en externe, sur LinkedIn, sur des webinars. Mais quand il s'agissait de le faire en interne, elles perdaient tous leurs moyens. Et donc, on a pu identifier ça, encore une fois, avec des outils. En effet, nous, Simundia, on va se mettre en place sur beaucoup de programmes différents pour répondre à des enjeux d'entreprise. Donc, par exemple, les leaderships au féminin, mais ça peut aussi être des middle managers, des high potential ou des jeunes managers. Et l'idée, c'est vraiment d'être les partenaires des RH au quotidien, qui ont souvent une population large. Les RH peuvent pas se démultiplier et être en permanence en proximité avec toute leur population. Donc, ça nous permet vraiment d'accompagner les RH là-dessus, notamment avec au début le fait d'accompagner les RH sur la communication, la sensibilisation aux enjeux des soft skills. Nous, en général, ici, on est tous assez persuadés, mais c'est pas forcément le cas des personnes qui travaillent dans vos entreprises. Donc, on fait des webinars de lancement, on envoie des communications pour que les gens activent leur coaching. Donc, c'est super simple et clé en main. Et ensuite, on fait des points réguliers avec les RH pour leur donner accès aux métriques. Donc, pourquoi les gens font un coaching, sur quel sujet et quel a été concrètement l'impact du coaching. Donc ça, on le verra par la suite. Et d'ailleurs, quoi de mieux que toi, Victoria, pour pouvoir en témoigner. Après quasiment un an de collaboration avec nous, quel est l'impact justement de ce coaching pour ce programme ? Alors, donc l'impact, déjà, la note, on a une satisfaction, donc on évalue. Je dis, je suis très orientée résultat. Souvent, on l'oublie dans nos métiers, mais c'est très important. Donc, on a une note de 9 sur 10 sur le programme Simundia avec nos mentors, de très bons retours. On a un bel impact donc de Simundia sur notre programme RISE. Donc aussi sur RISE, on a été pour le premier programme lancé, dont il y a une note de 4,6 sur 5, sachant qu'on n'avait pas d'outils, donc c'était pas évident de faire un suivi, et qu'il y a des nationalités. Donc chez Blablacar, on a 44 nationalités différentes, et pourtant il y a une satisfaction donc sur 7 pays. Donc il y avait des Russes, des Brésiliens, des Ukrainiens, des Français, et surtout les femmes au final se sont senties beaucoup plus à l'aise. Elles ont pris leur rôle à cœur. Et on voit les résultats parce que, comme je dis, si je le cite verbatim, j'ai noté quelques verbatim, elles disent que ça change une vie, donc ça leur a énormément aidé. On a eu aussi un effet bouche à oreille en interne, où il y a eu beaucoup d'autres personnes qui voulaient être mentors, d'autres personnes qui voulaient être mentees. Bon, ça c'était moins facile pour moi à gérer, mais c'était génial. Et sur des résultats que j'ai pu mesurer, ces mentors ont accompagné surtout les mentees, donc c'était l'objectif. Accompagner les femmes de Blablacar à se développer, des femmes de plus bas niveau ou plus jeunes, de la tech qui souvent n'ont pas confiance en elles aussi. Et on a un exemple où il y a sur les 18 mentees qu'on avait, on a eu 3 mentees qui avaient un objectif d'être promues et elles ont été promues. Donc ça, c'est ensuite assez simple pour moi de le prouver à la direction, quelle femme a participé à RISE ou non et quelle femme a été promue ou non. Donc il y a eu un très bel impact grâce à Simundia qui a pu lancer ce programme.
Merci. Donc là, on a mis quelques éléments qui nous paraissaient intéressants et typiquement qu'on va pouvoir présenter pendant les revues de quarter qu'on fait avec les RH, donc notamment avec le ROI du coaching en termes de performance, d'engagement, de bien-être. Et comme tu disais, Paul, tout à l'heure, et c'est vraiment un objectif qu'on partage avec Javelot, c'est le côté passage à l'action. Ouais. Parce qu'en fait, tout le monde, en tant qu'RH, vous mettez en place plein de solutions, mais ce qu'on veut, c'est que les personnes évoluent, changent vraiment leur comportement, les ancrent dans le temps, et donc de pouvoir mesurer très concrètement ce que la personne a mis en place. Et donc là, on a mis quelques exemples de passage à l'action. Donc c'est quasiment 90% des gens qui ont vu leur comportement concrètement évoluer. Donc donner plus de feedback, écouter et reformuler, définir des objectifs clairs et mettre en place une communication non violente. Voilà, donc c'est un peu le même objectif qu'avec Javelot de passage à l'action grâce au tracking. Est-ce que vous voulez peut-être Victoria et Paul un petit mot pour conclure avant les questions? Ok, j'aimerais souligner peut-être avec tout ce qu'on a dit l'importance des outils. Donc il y a une complémentarité aujourd'hui entre nous, les humains et les outils. Donc comme j'ai expliqué quand je suis arrivée chez Blablacar en 2020, il n'y avait aucun outil, pas de LMS, pas de SIRH vraiment en place. Donc tout était fait manuellement. Et justement, le fait d'avoir des outils, ça peut nous permettre de mieux évaluer, mieux comprendre les besoins et ensuite mieux orienter nos programmes de formation, de développement ou d'autres sujets RH d'ailleurs. Et ensuite, n'hésitez pas aussi à commencer petit, expérimenter, tester. Donc ça, c'était l'exemple que j'avais avec Rise. Donc bien sûr, on n'a que 18 mentees sur tous les collaborateurs qu'on est, mais l'objectif était d'impacter, d'avoir une bonne impression. Et le résultat, c'est que au début, on n'avait pas de budget, donc j'ai dû prendre sur notre budget de formation. Au final, aujourd'hui, on a formé l'année dernière 10 collaborateurs via Simundia. On arrive à une échelle cette année en 2023 de 40 collaborateurs. Donc petit à petit, la direction a compris les besoins et c'est comme ça qu'on peut aussi faire de l'impact en tant que RH. Oui, peut-être pour conclure, je pense que tu parles de complémentarité entre l'humain et les outils. Je pense qu'il y a aussi une forte complémentarité entre les outils eux-mêmes. On l'a vu, on le mesurait aussi dans notre enquête que 54% des collaborateurs estiment que l'entretien annuel n'est pas suffisamment suivi des faits. Justement, le fait de pouvoir promouvoir aussi d'autres outils et avoir cette offre de coaching, de formation, etc., c'est ce qui permet au RH de passer à l'action et d'offrir quelque chose de concret aux collaborateurs. Et peut-être pour parler aussi sur le fait de commencer petit, sur la problématique du management de la performance, il y a aussi cette logique de dire on ne passe pas du jour au lendemain d'un entretien une fois par an à un suivi continu des collaborateurs. Et donc, on a aussi des clients qui commencent par digitaliser l'entretien annuel, puis mettre en place d'autres rituels qui permettent après ensuite d'avoir tout au long de l'année des échanges avec le manager et le collaborateur. Donc, c'est deux éléments qui me parlent bien. Je ne sais pas si on a le temps pour quelques questions. On a le temps. Ah super. Si vous avez des questions, on a un microphone ici qu'on peut placer. Allez-y. Don't be shy, come on. Vous avez bien des belles questions quand même. Vous avez la chance d'avoir des belles boîtes, 3 belles boîtes. Sinon, je prends quelqu'un au hasard. Johan, peut-être? Moi, j'en ai une. Vous m'entendez bien? Ouais. Peut-être internationalement, comment ça se fait? Donc, j'ai bien entendu qu'il y a 40 nationalités. Est-ce qu'ils répondaient tous à peu près pareil par rapport au coaching? Est-ce qu'il y a des sociétés, des pays comme les États-Unis qui sont depuis dedans depuis des années 70 qui étaient complètement différents? Les Français qui arrivent dans le coaching depuis 10 ans seulement, est-ce qu'ils répondent pareil? Je suis très curieux de ça. Comment ça se passe? C'est vrai que il y a une différence par rapport à leur réaction juste quand on leur parle de coaching entre les cultures. Donc ce que j'ai remarqué déjà, moi-même je suis pas française, donc déjà j'avais une autre vision. Mais par exemple en France, souvent les personnes vont être
elles étaient très à l'aise, très ouvertes, elles sont même demandantes. Et avec d'autres cultures, souvent, c'était plutôt, au Brésil, typiquement, si on leur impose pas, elles n'allaient pas le demander. Parce que pour elles, c'est plutôt l'expert learning, RH, qui doit identifier le besoin pour elles et leur dire de le faire. Donc, il faut être très attention quand on a une casquette comme ça avec différents pays, parce que souvent, on ne peut pas juste dire j'ai 30 places, qui les prend, parce que pas tout le monde va venir vers nous, selon les cultures. Et après, en Russie, c'était pareil, elles n'étaient pas forcément demandantes. Et il va falloir, enfin, ils avaient plus une attente de nous, de comment expliquer les avantages, les bénéfices qu'elles vont en tirer. Donc, il y a des différences, ouais. Mais au final, tout le monde était satisfait. Et dernière question sur le taux de satisfaction. Est-ce que les Français, par rapport aux Américains, aux Brésiliens, ou peu importe, font des notes complètement différentes par rapport à leurs attentes ou pas? Alors là, c'était plutôt aligné au final. Donc, on a une note assez haute. Et je pense ce qui a aligné, c'est qu'en fait, on a aussi choisi Simundia pour l'approche vraiment humaine. Ce sont des valeurs qui sont très chères et on a une culture très forte chez Blablacar. Donc au final, en ayant des pays totalement différents, les gens, ils restent à Blablacar s'ils adhèrent aux valeurs, parce que c'est tellement fort que sinon c'est pas possible. Et donc il y a cette approche humaine, beaucoup d'émotions aussi, l'intelligence émotionnelle. Donc Simundia a travaillé là-dessus. Donc on a travaillé sur aussi en amont du coaching, ils avaient un test de quotient émotionnel. Donc au final, elles étaient toutes satisfaites. Et ce qui était intéressant, c'est qu'elles n'ont pas été que coachées pour être des bons mentors, mais aussi elles ont pu travailler sur des axes un peu plus personnels, que ce soit en tant que leadership féminin ou d'autres thématiques qu'elles étaient. Après, ça reste confidentiel, donc moi j'ai juste les résultats, mais je ne peux pas avoir le reste. Super, merci. Si vous n'avez pas de questions, si vous voulez peut-être un mot de la fin, et puis c'est à vous de finir. Non, en tout cas, hyper intéressant d'échanger sur ces sujets avec vous, à la fois sur le côté très complémentaire avec Javelot et hyper contente de partager des valeurs communes avec Blablacar voilà. Et on se retrouve sur le stand juste à côté. Voilà, oui, en R71. Exactement, si jamais. Ouais. Merci à tous. Merci.